Sur la mer d'Arabie, en milieu d'après-midi, l'USS Spruant était 3 heures dans une patrouille d'écran, maintenant le calme des eaux pendant qu'une opération classifiée se déroulait à une cinquantaine de kilomètres au nord. Sur son écran radar, une dispersion de boues de pêche défilait dans l'eau, une mission de routine apparente. Tout allait basculer en l'espace de quelques secondes. À l'insu de l'opérateur radar, l'un de ses contacts transportait 2 missiles anti-navires sur ses rails et n'avait reçu qu'un seul ordre, se rapprocher de l'USS Abraham Lincoln. Les 2 diesels passèrent à pleine puissance et le contact s'arracha du groupe. 13 tonnes de fibres de verre et de diesel, un vedette rapide de classe paye des gardiens de la révolution islamique qui dérivait invisible parmi les bateaux de pêche depuis plus d'1 heure. Le TAO, l'officier d'action tactique du bord, celui qui décide de ce qui tire et quand, était sur le réseau de commandement avant même que la classification soit achevée. À l'avant de la passerelle, le canon de 127 mm pivota vers le relèvement. Le Mark 34, le système d'armes du canon, et l'ordinateur qui vise la pièce. Il calcule où se trouvera la cible au moment de l'impact de l'obus, prend en compte le vent, le mouvement du navire, la houle et tire. Mais voilà le problème qu'il rencontra. La coque de la vedette est en fibre de verre. Les navires en acier renvoient des échos radars forts et réguliers. Le signal rebondit proprement et l'ordinateur obtient un suivi solide. La fibre de verre, elle, renvoie quelque chose à peine plus grand que la surface de l'océan environnant. Chaque crête de vague fait vaciller le signal comme une ampoule qui clignote. Et l'ordinateur de conduite de tir avait besoin de 2 pings stables pour calculer une solution. Imaginez viser un écureuil avec un fusil à travers une palissade en bois tout en faisant du vélo. Vous le voyez, vous le perdez et l'ouverture ne s'aligne jamais assez longtemps. Le canon tira sur la dernière solution stable. Temps de vol, 3 secondes. En 3 secondes, une embarcation filant à environ 96 km/h se déplace de 80 mètres par rapport à l'endroit où l'ordinateur la situait. L'obus frappa l'océan 40 mètres derrière la vedette, assez près pour projeter une gerbe d'eau sur l'arrière du pont, assez près pour que le timonier ressente le choc de la concussion à travers la coque comme un poing frappant le capot d'une voiture. Assez pour lui gâcher la journée, pas assez pour l'arrêter. Le canon réacquiert, recalcula, tira à nouveau. Un saut de piste entre la pression de la gâchette et l'impact. 40 mètres à gauche, le canon faisait tout correctement, et la cible, de son côté, faisait quelque chose de juste aussi. Un canon de 127 mm peut toucher un hors-bord. Il l'a fait en exercice. Par mer calme, cap prévisible, cible coopérative. Une coque en fibre de verre qui zigzague à 96 km/h dans une houle d'1 mètre n'est pas un exercice. C'est chaque variable difficile empilée les unes sur les autres en même temps. 12 obus tirés, 8 restants dans le tambour chargé. 2 minutes pour recharger. 2 minutes de silence de la seule arme capable d'atteindre l'embarcation pendant que celle-ci se rapprochait encore de 3,5 km du porte-avions. Et ce chiffre avait de l'importance car la classification venait de revenir. Sur le graphique de renseignement, ce qui était visible sur les rails était un missile anti-navire Khosar, un missile rasant de conception chinoise que l'Iran fabrique sous licence, copie conforme rebaptisée et boulonnée sur un hors-bord, portée de 20 km, suffisamment rapide pour que le système d'autodéfense rapproché du porte-avions ne dispose que d'environ 6 secondes d'avertissement avant son arrivée. 2 d'entre eux sur les rails. Les ordres du timonier étaient de passer sous les 10 km et de tirer. À sa vitesse, il était à 70 secondes. À l'intérieur de la vedette, le timonier n'avait pas besoin d'être inventif. Profil d'attaque IRGC standard. Plein régime. Légères embardées toutes les quelques secondes. Proue en avant pour maintenir une section transversale plus petite qu'une porte de garage. Moins qu'un navire de guerre. Plutôt un jet ski avec des problèmes de colère. Le TAO trancha. Cessez-le-feu sur le Mark 45. Lancement de l'hélicoptère. Le MH-60, Roméo s'était mis en route dès le premier contact radar. L'équipage de pont arrachait les cales pendant que le pilote sautait chaque ligne de liste de contrôle qui ne se terminait pas par la mise en l'air de l'appareil. Le MH-60 Roméo est le sous-marinier et hélicoptère d'attaque de surface de la marine, le couteau suisse de l'aviation embarquée, aussi à l'aise pour pister des sous-marins que pour placer des missiles dans des hors-bords. Sur les pylônes latéraux
chaque Romeo peut emporter jusqu'à 4 missiles Hellfire AGM-114R. L'opérateur de capteur dans le siège gauche avait déjà l'ANA/ASQ-52, un système de ciblage multispectral en train de chercher le contact, une caméra thermique sur pivot, capable de lire une plaque d'immatriculation à plusieurs kilomètres d'altitude. Le Roméo décolla, le nez piquant durement vers l'avant, tandis que le pilote troquait l'altitude contre la vitesse. 270 km à l'heure vers la cible, à 60 mètres au-dessus des vagues blanches. Il repéra la vedette presque immédiatement, traînée blanche brillante contre l'océan bleu froid, le sillage tirant derrière la coque comme une mèche allumée. Laser verrouillé. 11 km du Lincoln. La main du timonier se dirigea vers le commutateur de mise à feu du Cosar. Le récepteur d'alerte radar hurla. Source laser aérienne. Quelque chose l'avait illuminé et il ne pouvait pas lui échapper. Hellfire lançait du rail, chevauchant la réflexion laser sur 13 tonnes de fibres de verre. Le Hellfire suit un laser qui touche physiquement la coque en cet instant précis. Le canon, c'est essentiellement quelqu'un qui balance un marteau de forgeron, les yeux bandés sur un moustique en espérant que ça marche. Le Hellfire, c'est une aiguille qui suit un fil. La vedette zigzague. Le missile zigzague avec elle. L'erreur circulaire mesurée en centimètres plutôt que dans les fenêtres de 80 mètres que le canon projetait. 49 kg de missile transportant une charge creuse de 11 kg, se rapprochant à 475 mètres par seconde. À peu près la distance entre le centre de Dallas et Fort Worth, couverte en moins de 4 secondes. La vedette ne coula pas. Elle cessa d'exister. Ce qu'elle rencontra, c'était l'AGM-114R Hellfire. Une image sur le capteur infrarouge. Un fil filant à 96 km à l'heure en direction du porte-avions. L'image suivante, débris et carburant en feu sur 200 mètres de mer d'Arabie. Du premier contact radar à l'interception, 11 minutes. 4 décisions en séquence. Cesser le feu du canon, lancement de l'hélicoptère, désignation, tir, et chacune d'entre elles était la bonne. Ce n'est pas seulement de la chance. C'est un équipage entraîné spécifiquement pour le moment où rien ne va fonctionner. Mais ce premier bateau était la mauvaise chose à craindre. Le Roméo tourna au-dessus des débris. L'infrarouge avant scrutait les eaux lorsque l'opérateur de capteur aperçut ce que les gardiens de la Révolution avaient déjà envoyé. 2 autres vedettes de classe Pay qui avaient quitté le groupe de pêcheurs à l'instant où le premier bateau avait sauté, filant maintenant à vitesse maximale vers la côte iranienne. Le premier bateau n'était pas l'attaque. C'était la sonde envoyée pour tester la réponse, absorber la réaction et encaisser les Hellfire qui auraient dû être économisés pour ses compagnons. Les 2 autres sprintaient vers les abris sous-marins souterrains qui criblaient la côte méridionale de l'île de Keshm. Si ces bateaux atteignaient la roche, ils disparaîtraient. Et le lendemain matin, ils seraient de retour avec des missiles frais et tout ce que la traversée du premier timonier leur aurait enseigné. L'engagement du Roméo, les émissions radar, l'épannage de missiles, l'explosion elle-même avaient annoncé la présence américaine dans la zone littorale. À la manière dont une alarme de voiture annonce un cambriolage à tout le voisinage. Tout le long de la côte méridionale de Keshm, des nœuds de défense côtière des gardiens de la Révolution qui étaient restés dormants s'activèrent. Les radars de surveillance Cannes, les yeux d'alerte avancés côtiers de l'Iran commencèrent à émettre et une batterie anti-aérienne Thor-M sortit de son abri pour rejoindre le promontoire surplombant le complexe de tunnels. Mais en orbite au-dessus de l'ouest de l'Irak, en veille armée, brûlant des trous dans le ciel, comme il le faisait depuis 4 heures consécutives, un avion que l'armée de l'air américaine essayait de mettre à la retraite depuis 20 ans, virait déjà vers le sud pour mettre au jour quelque chose que les Iraniens désiraient désespérément garder caché. 2 ADIX Thunderbolts, indicatifs Pelican 31 et 32, captèrent le vecteur de l'U-2D Hawkeye et partirent vers le sud-est. L'ADIX a été construit exactement pour ce genre de problème, suffisamment lent pour patrouiller pendant des heures, suffisamment laid pour que ses propres pilotes l'appellent le Warthog et le disent comme un compliment. Imaginez-le comme le pick-up de l'aviation militaire. Pas rapide, pas joli, mais il transporte tout et ne tombe jamais en panne. Les turboréacteurs TF-34 buvaient encore économiquement le carburant après 4 heures de permanence.
6 heures d'endurance avec le réservoir axial, loin d'avoir besoin d'un ravitailleur. Un FA-18 effectuant cette mission brûle tout son carburant en moins de 2 heures. Mais le Warthog, lui, ronronnait depuis le début d'après-midi et avait tourné patiemment tout ce temps. Cette patience allait bientôt porter ses fruits. Pelican 31 transportait les armes qui comptaient pour ce combat. Sur ses stations d'armement, une paire de missiles Maverick AGM-65D à guidage infrarouge pour cible durcie et plus de 1100 kg de munitions de 30 mm à uranium appauvri alimentant le GAU-8A Avenger, le canon à 7 canons tournants que le Congrès s'acharne à sauver à chaque budget, malgré les efforts les plus créatifs de l'armée de l'air pour envoyer toute la flotte au cimetière d'avions. Ce jour-là, il allait rappeler à tout le monde pourquoi il existait encore. La nacelle de ciblage Lightning sur le pylône tribord était déjà en action. Un capteur infrarouge de 3e génération qui ne se contente pas de voir la chaleur. Il vous dit ce qu'il a produit. Imaginez une caméra de surveillance qui ne capte pas seulement le cerf, mais vous dit la race, ce qu'il a mangé au petit déjeuner et la direction où il se dirige. La nacelle trouva les 2 bateaux à 25 km. Traînée d'échappements larges et brillantes contre l'eau sombre, filant à toute allure vers Keshme. Après 4 heures d'océan vide et de café froid, la patrouille du pilote venait de passer de la mission gardiennage à la raison pour laquelle il s'était engagé dans l'armée de l'air. Il verrouilla les 2 cibles, s'installa dans une large orbite à environ 3600 mètres d'altitude et prit une décision qu'aucun avion rapide n'aurait pu se permettre. S'il les coulait maintenant, 2 bateaux disparaissaient et la base restait cachée derrière la montagne que les gardiens de la Révolution y avaient creusée. S'il les suivait chez eux, il trouvait l'installation et tout ce qu'elle contenait. Il observa le bateau de tête accélérer au-delà de 90 km à l'heure sur l'affichage Lightning et le laissa filer. Il réduisit les gaz à environ 400 km à l'heure et descendit à 1500 mètres. Filant à distance, observant les bateaux tracer un vecteur sur son écran qui pointait comme une flèche vers une installation que CENTCOM ne connaissait pas une heure auparavant. Les turboréacteurs de l'ADIX tournent si frais en infrarouge que les repérer revient à chercher une tasse de café tiède dans une pièce pleine de radiateurs. Tout le reste crie la chaleur et l'ADIX se fond tranquillement dans le décor. Personne ne cherchait un Warthog. Personne ne le cherche jamais, jusqu'à ce que le canon commence à hurler vers vous. Pelican 31 observa le premier bateau décélérer près de la côte. La nacelle Lightning zooma au maximum de son grossissement et le pilote vit quelque chose qui faisait valoir les 4 heures d'orbite en carburant. Une ouverture étroite au niveau de la ligne de flottaison d'une falaise calcaire, dissimulée sous des filets de camouflage et de la végétation sèche. 8 mètres de large, 4 de haut. La vedette s'y engouffra et la signature infrarouge s'éteignit. La roche l'avala tout entière. Maintenant, le pilote avait un problème que les Mavericks seuls ne pouvaient pas résoudre. Les gardiens de la Révolution avaient installé des portes blindées à l'intérieur de ces tunnels. Un Maverick frappe l'entrée. La détonation résonne à travers la montagne. La porte blindée fléchit et 10 minutes plus tard, quelqu'un l'ouvre et balaye le gravier. On ne perce pas une montagne, on effondre la bouche. On fissure la falaise calcaire le long de ces lignes de failles naturelles et on laisse quelques centaines de tonnes de roches faire ce qu'une charge de 150 kg ne peut pas faire. Mais le second bateau était à 90 secondes de la même entrée. S'il atteignait la roche, une bouche serait scellée. Un bateau encore fonctionnel serait à l'abri. Et le cycle entier reprendrait le lendemain matin. Il poussa le nez vers la côte et poussa la manette des gaz. À 20 km, l'ALR-69 hurla, réseau phasé, relèvement droit devant, le promontoire au-dessus du tunnel, le Tor M1. Et voici pourquoi c'est le système contre lequel les pilotes d'ADIX sont spécifiquement formés à garder leur distance. Le Tor M1 est un système de missiles solaires à courte portée de fabrication russe qui peut passer de la détection au lancement de missiles en 8 secondes. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour lire cette phrase. Ces missiles se rapprochent à Mach 2,8 et à 1500 mètres d'altitude et à 400 km à l'heure, Pelican 31 était à l'intérieur de l'enveloppe d'engagement dans un avion dont la vitesse maximale est plus de 4 fois inférieure à celle du missile. On ne peut pas échapper à un missile filant à Mach 2,8 dans un avion dont la vitesse de pointe est inférieure de plus de 4 fois. L'A-10 a été construit pour encaisser un coup, pas pour l'esquiver.
3 options: décrocher en virant serré vers le haut, perdre les bateaux, perdre le tunnel et probablement ne pas distancer le Thor de toute façon, parce qu'un A-10 n'a pas de post-combustion. Ou pousser vers le bas, 200 pieds au-dessus de l'eau, en utilisant le terrain de l'île pour briser la ligne de vue du radar, comme se baisser derrière un mur quand quelqu'un pointe une lampe de poche vers vous, ou presser l'attaque et accepter que les 60 prochaines secondes pourraient inclure un missile. 3 options et 2 d'elles se terminent en rentrant les mains vides. Comme quand votre femme vous demande où vous voulez manger, il n'y a vraiment qu'une seule bonne réponse. Il pressa. Pélican 31 descendit à 60 mètres et longea la côte. Les falaises calcaires s'interposaient entre lui et le radar du Thor, brisant la ligne de vue à chaque fois que le terrain avançait vers la mer. Le Thor a besoin d'un suivi continu pour tirer. Chaque fois que l'A-10 se cachait derrière une paroi rocheuse, la piste se brisait. Chaque fois qu'elle se brisait, l'horloge de lancement de 8 secondes se remettait à zéro. Le pilote enfilait la côte comme une aiguille dans du tissu. Visible 3 secondes, caché 5, visible 2, caché 4. Ne donnant jamais au Thor assez de pistes continues pour tirer. Le canon G, AU-8A Avenger, était déjà en train d'accélérer. Le pilote centra le réticule sur la seconde vedette qui décélérait à environ 28 km/h dans le chenal d'approche. Une seconde de tir, 65 obus franchirent l'espace avant même que le cerveau du timonier puisse traiter le son. Moins une mitrailleuse, plus quelqu'un qui tire la fermeture éclair la plus bruyante du monde juste à côté de votre oreille. 7 canons, 3900 coups par minute. Chaque obus, un pénétrateur de 30 mm en uranium appauvri qui avait lacéré les blindages de chars durant la guerre froide et attendait une raison de prouver qu'il n'était pas encore à la retraite. Les obus balayèrent la vedette de la poupe à la proue et la coque explosa. Fibres de verre, blocs moteurs, rails d'armement réduits en un nuage de débris qui se déposa sur le chenal comme de la cendre grise. Le servant du manpad sur le bord de la falaise, lui, avait très bien entendu. Il pistait la 10 depuis 12 secondes. 2 traînées lumineuses d'échappement contre l'océan froid, comme des enseignes au néon pointant droit vers les moteurs. Tonalité solide. Il pressa la détente et le missile quitta le tube dans une gerbe de fumée blanche. Le Misak 2, copie iranienne du QW1 chinois, voilà ce qui fait perdre le sommeil au pilote d'A-10. Il n'aimait rien. Pas de radar, pas de signal, rien sur le récepteur d'alerte. C'est un homme assis dans une pièce sombre avec une batte de baseball. Pas d'alarme, pas d'avertissement, juste de la patience et une tête chercheuse infrarouge. L'ALR-69 ne hurla pas cette fois. Les manpads n'émettent pas de radar. Le premier avertissement fut le système d'alerte missile qui capta la lueur infrarouge. Un sillage de fumée grimpant depuis le rebord de falaise à sa 2 heures. Il vira brusquement à droite, les leurres infrarouges jaillissant dans le ciel derrière lui. Des MJU-7 s'épanouissant à 1200 degrés Celsius. La tête chercheuse du Misak 2 hésita entre le moteur et le premier leurre, puis se verrouilla sur le second leurre au moment où il s'enflammait directement dans la trajectoire du missile. La tête chercheuse suivit le leurre vers le bas et loin de l'avion. Le missile détonna 400 mètres derrière et en dessous de l'appareil. Assez près pour être entendu, pas assez pour avoir d'importance. La tête chercheuse infrarouge du missile se verrouille sur la chose la plus chaude qu'elle peut voir, l'échappement des moteurs. Quand un leurre s'allume, il brûle plus chaud que le moteur. La tête chercheuse voit une nouvelle source de chaleur plus brillante et la poursuit à la place. Imaginez lancer un steak à un chien de garde pour qu'il chasse son dîner plutôt que vous. Le timing est tout. Trop tôt et le leurre dérive avant que le missile arrive. Trop tard et la tête chercheuse s'est déjà engagée sur le moteur. Le pilote avait bien calculé son temps. 3 leurres en séquence rapide. Chacun une invitation incandescente, brûlant plus chaud que ses turboréacteurs. L'équipe manpad tendait déjà la main vers un second tube. Pélican 32 ne lui en laissa pas le temps. L'ailier était 30 secondes derrière et avait tout vu. Le sillage de fumée depuis la falaise, l'épanouissement des leurres, le missile dévié. Il se rua vers la falaise, sélectionna les roquettes Hydra guidées de 70 mm et en plaça 3 sur la position du manpad en une séquence si rapide que la seconde roquette était dans les airs avant que la première frappe. Puis l'ailier vira brusquement, sélectionna le Maverick AGM-65D
et se verrouilla sur la chaleur résiduelle là où l'échappement du premier bateau avait chauffé le calcaire autour de l'entrée du tunnel. La tête chercheuse infrarouge maintenant, le contraste entre la roche chaude et la falaise froide. Lâchés, les Mavericks fendirent la saillie calcaire le long des lignes de failles naturelles qui tenaient cette falaise ensemble depuis quelques millions d'années et n'avaient besoin que d'un peu d'encouragement. 200 tonnes de roches dévalèrent en cascade sur l'entrée. 3 bateaux détruits. Une base souterraine que CENTCOM ignorait moins d'une heure auparavant, désormais scellée sous sa propre montagne. Le tout accompli par 2 pilotes aux commandes d'un avion que l'armée de l'air avait passé une décennie à essayer de retirer du service. Volant plus bas, plus lentement et plus près de la menace que tout ce que le reste de l'inventaire aurait accepté. Le Warthog ne gagne pas en étant rapide, il gagne en refusant de partir. Les 2 A-10 dégagèrent la côte et mirent le cap vers la piste de ravitaillement. Les opérateurs du Thor regardèrent 2 contacts infrarouges disparaître derrière la crête de la colline pour la dernière fois.